participation de cette formation qui va concerner l'exploration de la fonction respiratoire par la spirométrie qui veut dire les EFR c'est vaste, mais on va s'intéresser à la spirométrie. Donc, de ma part, je vais vous présenter quelques rappels physiologiques concernant les volumes. Donc, les volumes pulmonaires, on va commencer avec l'introduction à la physiologie respiratoire, les volumes pulmonaires, l'accord débit-volume et quelques notions concernant les résistances pulmonaires, parce que c'est très important pour comprendre quelques pathologies obstructives. Donc, comme vous savez, la fonction respiratoire, la fonction principale du poumon, c'est d'assurer l'hématose, ça veut dire les échanges gazeux entre le gaz alvéolaire et le sang capillaire pulmonaire. Donc, l'oxygène de pénétrer vers le sang capillaire pulmonaire et le gaz carbonique d'en sortir. En plus de cette fonction hématosique, il y a d'autres fonctions du poumon. Donc, il y a la fonction d'épuration, éliminer certaines particules qui sont néfastes pour le système respiratoire, et quelques fonctions métaboliques, comme par exemple l'activation de l'enzyme de l'activation du système rénine-angiotensine par l'enzyme de conversion. Ça, c'est parmi les fonctions. Donc, la respiration s'articule sur plusieurs processus. Il y a 4 processus essentiellement. Donc, vous avez la première étape de la ventilation pulmonaire. Ça veut dire que c'est les échanges gazeux qui vont se faire entre l'air atmosphérique et le gaz alvéolaire. Et c'est cette étape qu'on va explorer par la spirométrie. Puis, par la suite, une fois le gaz arrive au niveau de l'alvéole, il sera échangé avec le sang capillaire pulmonaire. On parle des échanges gazeux alvéolaires. Là, c'est les échanges. Elle est explorée par la DLCO, donc la capacité de diffusion pour le monoxyde de carbone, ou bien même par la gazométrie, parce que finalement, la gazométrie peut nous informer sur l'état de la membrane alvéolo-capillaire. Puis, donc, il y a le transport des gaz par le sang. Une fois l'oxygène au sein de le sang capillaire pulmonaire sera transporté vers les différents tissus et cellules de l'organisme, par le bélier bien sûr, essentiellement par l'hémoglobine, mais il y a d'autres formes de transport. La dernière étape, c'est les échanges qui vont se faire entre le sang et les tissus. Ça veut dire que le sang va céder son oxygène vers les cellules et va prendre le CO2 pour l'évacuer par la suite au niveau pulmonaire. Donc, voilà, résumé des différentes étapes. Donc, la première étape, c'est la ventilation, puis l'hématose, puis le transport des gaz et la respiration cellulaire comme dernière étape. On va directement vers les volumes pulmonaires. Donc, la première étape, donc la ventilation. Donc, il y a des volumes pulmonaires qui seront échangés. Mais il faut savoir qu'au niveau des volumes, il y a 2 types de volumes. Il y a des volumes mobilisables, il y a des volumes non mobilisables. Donc la spirométrie, par exemple, ne peut explorer que des volumes mobilisables. Donc c'est l'air qui rentre et qui sort, etc. Alors qu'il y a des volumes et des capacités qui sont non mobilisables et qui ne peuvent pas être mesurées par la spirométrie. On va aller au fur et à mesure. Donc, on demande d'un patient de respirer. Donc, le patient commence à respirer calmement. Donc, il va mobiliser un volume. On va le voir juste après. Donc, ça, il s'agit de volume commun. Donc, ça, c'est la respiration de repos. Puis, on demande au patient de faire une inspiration profonde, suivie d'une expiration forcée. Donc, on va mobiliser des volumes. Mais il y a d'autres volumes qui ne sont pas mobilisables, à savoir donc le volume résiduel et quelques capacités. Donc, on va commencer volume par volume. Donc, le premier volume, c'est le volume courant. VC ou bien VT. C'est le volume en anglais. Donc, c'est le volume courant, c'est le volume respiratoire mobilisé lors d'une respiration de repos. Calmement. Au repos, c'est pas à l'effort. Donc, on va mobiliser un volume inspiratoire et expiratoire, c'est le volume courant. Chez l'adulte au repos, il est à peu près de 0,5 litres, ça veut dire 500 millilitres. Donc ça, c'est le volume courant. Deuxième volume, c'est quand on fait une respiration profonde. Donc on va mobiliser un autre volume qui s'appelle le volume de réserve inspiratoire. C'est quoi? C'est le volume d'air introduit à l'intérieur des poumons à l'occasion d'une inspiration profonde.
au-delà du volume courant. Une inspiration profonde, je vais introduire d'abord le volume courant, ou un autre volume qui s'appelle le volume de réserve inspiratoire. D'accord? Ça, c'est donc le volume de réserve inspiratoire, il est de près de 2,5 jusqu'à 3 litres. Dans le sens inverse, quand je fais après une inspiration profonde, je fais une expiration forcée, je vais expirer un volume qui s'appelle le volume de réserve expiratoire. C'est le volume expirable à l'occasion d'une expiration forcée au-delà du volume courant. Ça veut dire que l'expiration forcée, je vais extérioriser d'abord le volume courant, puis le volume de réserve expirable. Voilà. Donc ça, c'est des volumes mobilisables, donc, qui peuvent être mesurés par la spirométrie. Donc, volume courant, volume de réserve inspiratoire et le volume de réserve expirable. Vous voyez, donc c'est à peu près 1 litre. Ça veut dire, alors on parle de volume de réserve inspiratoire, 2,5 à 3. Parce qu'il y a un volume qui ne sort pas, le volume résiduel. Et il y a une chose très importante en matière de la résistance, parce qu'à l'inspiration, les résistances sont moindres par rapport à l'expiration. Quand on expire, il y a plus de résistance à l'écoulement de l'air, et ça peut participer à cette diminution de volume. Donc, un autre volume, quand je fais une expiration forcée, le poumon, les caractéristiques le poumon ne se viderait jamais. Quand je reprends le volume de 0, volume égal à 0 dans un poumon. Ça veut dire que quand on fait une expiration forcée, quand même il y a un certain volume d'air à l'intérieur du poumon, sinon le volume résiduel, qui réside, donc qui reste, qui ne sort pas. Alors c'est un volume non mobilisable. Alors on ne peut pas de la spirométrie. Donc la spirométrie ne peut pas mesurer le volume résiduel. C'est un volume non mobilisable. On va le mesurer par d'autres méthodes d'édition de médium ou bien par la plethysmographie. Donc chez l'adulte, il est à peu près de 1 litre. Après les volumes, je fais les capacités. Les capacités ventilatoires ou bien pulmonaires sont la somme de plusieurs volumes. La première capacité, c'est la capacité vétale. Donc c'est la somme du volume mobilisable. Il y a le volume courant, plus le volume de réserve inspiratoire, plus le volume de réserve expiratoire. Chez l'adulte normal, il est à peu près de 4,5 litres. Ça, c'est la capacité vétale. Deuxième capacité, c'est la capacité résiduelle fonctionnelle, CRF. Si le volume d'air qui reste au niveau du poumon après une expiration spontanée, de repos. Il n'y a pas après une expiration forcée, c'est le volume résiduel. Et quand je fais une expiration forcée, le volume n'est pas là, c'est le volume résiduel. Mais qui dit juste une expiration de repos. Donc, je fais le volume courant. Je fais le volume résiduel qui ne marche jamais, je le volume de réserve expiratoire qui marche. Une expiration forcée. Donc, la capacité résiduelle fonctionnelle, c'est la somme de volume résiduel plus le volume de réserve expiratoire. Il y a le volume d'air qui reste dans le poumon après une expiration de repos. On peut faire la différence entre VR et CRF. Voilà. Donc, c'est à peu près 2 litres. C'est une capacité qui contient un volume non mobilisable, donc c'est une capacité non mobilisable. On n'a pas besoin de la spirométrie. Parce que faire un VR qui n'est pas mesurable par la spirométrie. Donc ça c'est la CR. La dernière capacité, c'est la capacité pulmonaire totale. C'est la somme de tous les volumes mobilisables et non mobilisables. Donc la CRF, c'est la capacité vétale plus le volume corps. Et tous les volumes. D'accord? Donc, et la même chose, la capacité pulmonaire totale, c'est une capacité non mobilisable. Il y a une chose non mobilisable, il y a non mobilisable. Donc la capacité pulmonaire totale, c'est une capacité non mobilisable. Donc on ne peut pas mesurer la capacité pulmonaire totale par la spirométrie. Ça nécessite d'autres explorations comme la plethysmographie. Et justement, par exemple, pour poser le diagnostic d'un syndrome restrictif, on doit mesurer la capacité pulmonaire totale. Ce n'est pas par la spirométrie, c'est par la plethysmographie qui confirme le diagnostic d'un syndrome restrictif. À peu près 5 litres.
Après le volume, rapidement, on va voir quelques débits. Donc le premier débit, c'est le volume, c'est le VMS, le volume expiratoire maximal, pendant la première seconde de l'expiration forcée. Donc, c'est le volume qu'on va expirer pendant la première seconde. Quand je fais une inspiration profonde suivie d'une expiration forcée, je vais expirer un volume. Pendant la première seconde de l'expiration, c'est le VMS. Donc, c'est le volume expiratoire maximal pendant la première seconde d'une expiration forcée. Donc, il y a le facteur 1 dans ce volume-là. On va s'intéresser maintenant à la courbe débit-volume. La courbe débit-volume, donc c'est une courbe. Donc c'est une courbe. Donc en abscisse, on a le volume et en ordonnée, on a le débit. Qui me dit, il y a la courbe débit-volume, c'est le volume par unité de temps. Non, c'est le débit qui sera exprimé en fonction de volume. Le volume moyen, c'est 100% de la capacité vétale. C'est comme la capacité pulmonaire, la capacité vétale, force, voilà. C'est comme, donc il y a par exemple, la capacité vétale, donc je vais faire une expiration, donc je vais vider et donc, le volume par unité de temps. Le débit en fonction, voilà, le débit en fonction de volume. Je mets en fonction de volume. Qui nous donne un pourcentage de la capacité vitale. À chaque fois, on a un pourcentage de la capacité vitale. Donc, on va exprimer ça par rapport au pourcentage. On va exprimer. Le débit un maximum, il se mieux le débit expiratoire du point. هو الكبير خلاص وبعد لو ديبي تاعي يبدا ينقص هنايا باغ اكزومبل راك تشوف هنا سي لو ديبي اكسبيراتوار ماكسيمال ا 75% 75% تبان لنا شويه هي شويه 75% سي 75% بارابور لا كاباسيتي فيتال ريستونت يعني انا بديت نخرج معلوم نخرج 25% تاع لا كاباسيتي فيتال يبقى لي 75% هذا اكسبريسيون تاع لا كول ديبي فون يعني هنا خرجت 25% il me reste 75% de ma capacité vétale, je je vais expirer le débit, donc le débit expiratoire maximal à 50%, donc je suis à mi-distance. Je vais 50% de la capacité vétale, il me reste 50%. Donc j'ai expiré 75%, mais l'expression c'est par rapport à la capacité vétale restante. Donc c'est le débit expiratoire maximal à 25% de la capacité vétale restante. Donc on exprime ça par rapport à la capacité vitale restante. Comme les deux DEP du M75, logiquement, si je comprime la bouteille, il y a l'eau. L'eau il y a l'eau, la partie supérieure. Donc le DEP du M75, c'est le reflet de les voies aériennes supérieures. Donc c'est les grosses branches. D'accord. C'est un autre inconvénient, c'est que le DEP, surtout les DM75, sont efforts dépendants. Il y a un effort important de خرجنا DEP منيح، واحد ما يديرش un effort منيح يقدر يكون DEP تاعو هابط alors que la fonction respiratoire est normale. Parmi les inconvénients, c'est que le DEP, DM75, ce sont des débits dépendants de l'effort. Voilà. Le DM50, donc c'est pratiquement les voies aériennes moyennes, voilà. Comme le DM25, c'est les voies, c'est les voies aériennes inférieures, donc là, les voies aériennes distales. Mais c'est ce qu'on appelle les débits instantanés. Donc il y a un débit, ce qu'on appelle le DM1, c'est le débit expiratoire médian moyen entre 25 et 75%. وهذا كامل. On راح نهزو toute cette partie de la courbe. Donc c'est sur le DM75 plus DM74 نجمعهم كامل وبعد نقسمهم. يخرج لي donc هنايا le débit expiratoire médian, donc qui explore toute cette partie de la courbe et donc qui explore toute cette partie des voies aériennes. C'est un paramètre très important pour exprimer ou pour explorer en quelque sorte
les voies aériennes déstales, surtout les BPCO, les bronchopneumopathies chroniques obstructives au stade de début. Chez les films là, on a tous les paramètres normaux, sauf le DM, M, 25-75%. Donc, toujours il faut vérifier les paramètres, bien sûr, le VMS, DEP, etc. Mais des fois, il y a les normaux, sauf le DM, qui reflète une pathologie qui touche les voies aériennes pédiatriques. Donc, voilà. L'indice de Tiflon. L'indice de Tiflon, donc c'est un rapport entre le VMS et la capacité vétale. Donc c'est VMS sur capacité vétale. Ça, normalement, l'indice de Tiflon normal, c'est supérieur à 80%. On peut accepter jusqu'à 70%. D'accord. Donc, normalement, un sujet normal arrive l'expression de l'indice de Tiflon. Un sujet sain peut expirer 70% et plus de sa capacité vétale pendant la première seconde. Il y a des khabj, il faut que c'est 70% de l'eau de la bouteille pendant la première seconde. Donc, quand ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un bouchon qui empêche la sortie de l'eau. La même chose pour l'air. Donc, si, par exemple, un patient a un indice de Tiflon inférieur à 70%, c'est probablement un syndrome obstructif. L'indice de Tiflon bas, ça veut dire un syndrome obstructif. On va faire une interprétation avec des collègues, vous allez voir différents syndromes. Donc ça, c'est l'indice de Tiflon. Il y a des volumes mobilisables qui sont mesurés par la spirométrie, et les volumes non mobilisables nécessitent d'autres explorations plus complexes. Il faut savoir que les volumes pulmonaires sont en fonction de certains critères, donc l'âge, le sexe, la taille et l'origine technique. C'est pour ça qu'il y a des références. Chaque région a des références. Donc, le problème majeur pour la spirométrie, c'est la coopération du patient. Les sujets âgés, les enfants, etc., n'arrivent pas à coopérer. Donc, il y a des règles pour accepter les codes, je vous en parle des problèmes. Voilà, dans les conditions normales, donc le poumon droit participe à 55%, alors que le poumon gauche c'est 45% de la capacité vétale. Juste pour les résistances, parce que c'est très important pour comprendre la physiopathologie de certaines maladies respiratoires. Donc, l'air qui s'écoule dans les voies aériennes, il y a une résistance à l'écoulement de l'air. Donc, on va appliquer une pression par les muscles respiratoires. Et cette pression pour mobiliser un volume d'air au niveau des voies aériennes, avec une certaine résistance des voies aériennes. Et donc, il y a la relation, soit pour la circulation sanguine ou la circulation aérienne, il y a une relation entre la pression, le débit et la résistance. De telle sorte que la pression est égale, la pression est égale au débit fois la résistance. Donc le débit sera égal à la pression sur la résistance. La résistance selon la loi c'est 8 fois la viscosité ou la densité de l'air fois la longueur, puis R, le rayon, à la puissance 4. Donc il y a une constante qui ne varie pas. Donc il y a le rayon. Le rayon, ça veut dire c'est le diamètre. Le diamètre il change en fonction de la bronchomotricité. Ça veut dire quand on fait une bronchoconstriction, le rayon il passe. Qui indure une bronchodilatation, le rayon ici. Et donc logiquement, qui indure une bronchodilatation, la résistance à l'écoulement de l'air, tu en passes. Qui indure une bronchoconstriction, le rayon il passe. Donc la résistance Z. Voilà, parce que c'est inversement proportionnel. Et là, parce que ça va nous expliquer. Donc d'après vous, selon la loi Halley, où est-ce qu'on a besoin de la résistance au niveau des voies aériennes? La branchée, les deux branches souches, ou une bifurcation branchique, à chaque fois le rayon il en passe. Donc la résistance elle est plus importante au niveau des voies aériennes des stades. Voilà. Alors que c'est faux. Voilà, parce que tout simplement on va prendre la surface de section. C'est vrai que la trachée, qui est une seule trachée, qui est deux branches souches. Donc là on va prendre la surface de section. Puis tu fais les voies aériennes périphériques.
نجمعوا هذيك toutes les voies aériennes périphériques. Il y a des milliers de voies aériennes périphériques. Et donc la résistance, c'est l'axe. La résistance, elle est plus importante dans les voies aériennes proximales par rapport aux voies aériennes distales. C'est la surface qui Voilà. fait la La surface de, voilà, c'est la surface du section. C'est pas juste chaque branche à part. Voilà. C'est comme Harry, l'entonnoir là. Donc, la surface de section est plus importante dans les voies aériennes périphériques par rapport aux voies aériennes supérieures. Voilà. Et donc, logiquement, la résistance est plus importante dans les voies aériennes supérieures, le rayon, donc la surface de section, par rapport aux voies aériennes. De telle sorte que les voies aériennes supérieures, même extrathoraciques, elle est de 50%. Les voies aériennes supérieures et moyennes, à peu près 40%, il n'y a que 10% dans les voies aériennes. 100% de la résistance des différentes voies aériennes. Donc, c'est comme ça. Donc, la surface de section est plus importante dans les voies aériennes distales par rapport à proximales, et donc la résistance est plus importante dans les voies aériennes proximales par rapport à distales. Elle est heavy parce que ça va nous expliquer une chose très importante. Ça veut dire que les voies aériennes distales, c'est une zone silencieuse. Je dis silencieuse, ça veut dire qu'ils ne parlent pas sur le plan fonctionnel et sur le plan clinique. Yani, surtout les BPCO, au stade de début, ils développent les voies aériennes périphériques. D'accord? Ils développent les voies aériennes périphériques. La pathologie va se propager en quelque sorte vers les voies aériennes moyennes et proximales. La pathologie deviendra parlante sur le plan fonctionnel, quelques paramètres, et sur le plan clinique, dyspnée, etc. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est de dépister, de détecter cette pathologie au stade de début. Le rôle de la spirométrie. Donc, je peux détecter ça. La pathologie au stade de début est silencieuse. Pourquoi cette pathologie au stade de débit, quand elle touche les voies aériennes périphériques, elle est silencieuse? Je vais vous expliquer. Voilà. Parce que les voies, la pathologie obstructive qui touche les voies aériennes, il va obstruer les voies aériennes. Donc, dites la résistance. Mais, donc, il ne participe que par 10% dans les résistances totales. Donc, même si la résistance à les voies aériennes périphériques, ça ne va pas influencer les résistances totales. Donc, c'est une pathologie qui est silencieuse. Aucun signe clinique, aucun signe fonctionnel, parce que les 2M, 25-75 peut. Voilà. Donc, les petites voies aériennes qui participent de 10%, c'est une zone silencieuse. Donc voilà, pathologie, lorsque les voies aériennes périphériques deviendront parlantes en termes de résistance, cela correspondra à une atteinte massive des voies aériennes, sera trop tard. D'où l'intérêt de la spirométrie dans la détection précoce de la BPCO. Voilà, tabagique, voilà. Donc chez les fumeurs, il y a une règle, les francophones, ils veulent que tout sujet qui a fumé plus de 20 âgé de 40 ans et plus, qui a fumé plus de 20 paquets années, doit bénéficier de spirométrie pour détecter une BPCO stabilité. Juste fini pour les voies aériennes supérieures extrathoraciques. Les voies aériennes extrathoraciques participent de 50% dans les voies aériennes. Et nous avons juste une rhinite allergique avec une inflammation, donc œdème, ça veut dire obstruction des voies, par exemple les fosses nasales, ça peut causer un très grand problème parce que les résistances sont comme ça, et ça va donc donner une obstruction qui sera bien sûr gênante pour le patient. La même chose, par exemple, l'apnée de sommeil. Le syndrome d'apnée de sommeil. La nuit, par exemple, il y a deux groupes scanographiques. Le patient là, le pharynx pendant le sommeil, obstruction. Il y a pendant l'éveil, au niveau du pharynx, voilà, le pharynx est ouvert. Donc,
apnée, c'est par rapport à la contraction et la dilatation des muscles pharyngés. Et donc l'apnée sommeil est caractérisée par une obstruction qui touche les voies aériennes supérieures, les voies aérodigestives supérieures, et qui peut donc causer des désaturations. Mais ça, c'est le syndrome d'apnée sommeil. Mais si pour vous n'oubliez pas que l'intensité de résistance sur les voies aériennes supérieures. La même chose, il y a des pathologies qui touchent les voies aériennes. Donc, la branche normale, là, c'est une branche en cas d'une BPCO, une bronchite chronique, BPCO. Donc, il y a une inflammation plus des sécrétions qui vont obstruer les voies aériennes, qui vont augmenter les résistances, donc diminuer le débit, qui sera détecté par la spirométrie. On fait la maladie asthmatique, caractérisée par une inflammation, mais aussi une constriction allergique, qui est la diminution du diamètre par deux mécanismes. Concernant l'innervation, la dernière diapositive, donc l'innervation du système des voies aériennes, donc le muscle lisse des voies aériennes est innervé par les deux par le système nerveux végétatif, sympathique et parasympathique. Le sympa, c'est un bronchodilatateur, donc la noradrénaline. Par contre, le système nerveux parasympathique, par le biais de l'acétylcholine, c'est un système bronchoconstricteur. C'est pour ça, en cas par exemple d'une obstruction, on donne la tamponine, c'est un bêta-2-mimétique qui va potentialiser l'effet du système nerveux sympathique bronchodilatateur. Il y a aussi le système non adrénergique, non cholinergique, mais beaucoup plus sur la surface pour donner des médicaments contre l'obstruction. Et je vous remercie de votre attention.